Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Marine, merci beaucoup. Merci à toi de venir sur ce podcast. Ça me fait super plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais avoir la Maïf, donc je suis ravie que tu puisses partager ce moment avec moi. Ouais, c'est un grand plaisir pour moi aussi d'échanger. J'apprécie énormément ces podcasts, pardon. Tu vois, je me reprends déjà. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi aussi, Marine. Écoute, plaisir partagé. Du coup, une fois qu'on s'est dit qu'on s'aimait réciproquement, on va passer dans le vif du sujet. Tu es responsable excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire à la Maïf. Est-ce que Nicolas, tu peux nous refaire un petit brief, s'il te plaît, sur ce qu'est la Maïf? Ah oui, oui, très rapidement. C'est vrai qu'on pourrait y passer des heures, mais la Maïf, c'est une mutuelle, hein, avant tout, une mutuelle qui a été créée en 1934. Donc, ça fait quand même quelques années déjà. Grosso modo, la Maïf, si on regarde côté assurance, de personnes physiques, hein, c'est, en 2020, 2,9 millions de sociétaires. On a eu une grosse croissance l'an dernier, hein, d'ailleurs, plus 110 000 sociétaires. Je crois que c'était, la plus grosse croissance, qu'on ait C'est jamais dû à eue. quoi cette croissance? Ah, on a certainement bénéficié de beaucoup de décisions qui ont été prises pendant la crise sanitaire, des Mmh. décisions qui ont été appréciées par nos sociétaires, ce qui fait qu'ils ont été encore plus D'accord. fidèles qu'avant et puis qui ont été connus sur le marché de l'assurance et certainement que de nouveaux assurés sont venus nous voir, grâce à ça et puis, Maïf est entreprise à mission depuis quelques années, depuis 2 ans, Mmh. ce qui fait qu'également il y a un partage de valeurs entre, je pense, aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous qui souhaitent effectivement, voir, la société avec un S majuscule en général évoluer vers autre chose, hein, cet après Covid, ce monde d'après, en intégrant certainement beaucoup plus de social, de sociétal, d'environnemental et c'est vrai que ça fait partie aussi, bien évidemment des valeurs qui sont portées aujourd'hui, hein, par notre direction générale et par l'ensemble de la Maïf, en fait, hein. OK, ça marche. Et alors toi, du coup, qui es-tu au sein de la Maïf? Donc je l'ai dit, responsable excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire, mais en quoi ça consiste et quel est ton parcours? En quoi ça consiste? J'ai une petite entité, qui va gérer, vraiment des sujets autour de la relation sociétaire, qui se trouve au siège social de la Maïf, hein. Par exemple, c'est ici qu'on va gérer les réclamations. C'est ici qu'on va gérer également ce qu'on appelle la voix du client par ailleurs, la voix du sociétaire à la Maïf, hein. On parle de sociétaire à la Maïf. On va gérer des choses comme l'écosystème des émotions avec des formations et cetera. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, Ouais. un peu plus tard. On va gérer aussi un sujet qui est important pour nous, c'est la qualité de la relation entre nos sociétaires et nos partenaires. On est amené parfois à orienter des sociétaires, qui n'auraient pas forcément, les garanties, pour lesquels on n'aurait pas de service à leur proposer, Mmh. vers des partenaires. Et il s'agit que lorsqu'on les oriente, vers ces partenaires-là, le niveau de qualité de service et de relation soit optimal. Voilà, donc c'est un service qui est à la fois, vraiment entre le stratégique et l'opérationnel, hein. C'est-à-dire que j'ai en charge d'alimenter, les réflexions stratégiques de notre direction générale, hein, et puis en même temps de vérifier que la déclinaison opérationnelle du plan stratégique dans le domaine de la relation sociétaire, bien évidemment, que ces décisions, ces orientations et son application opérationnelle soient conformes, hein, finalement à notre plan stratégique. Donc voilà, donc beaucoup de sujets, rattachés directement à Christine Maté-Catala, hein, qui est directrice générale Mmh. adjointe en charge de la direction relations sociétaires à la Maïf. Très bien. Et alors du coup, tu me disais, tu as une petite entité, c'est quoi la taille de ton équipe? Actuellement, on doit être, à peu près 25 personnes, hein. C'est une équipe de 25 personnes, sachant qu'une grande partie de l'équipe est dédiée à la réponse à la réclamation. Donc, j'ai, une douzaine de personnes vraiment spécialisées, hein, spécifiquement dédiées à la réclamation. Ensuite derrière, on a une répartition,
chargé d'études, chargé de projet, hein, autour de l'analyse sémantique, la réalisation d'enquêtes à chaud, et cetera, et cetera. OK, Donc et alors voilà. du coup, tu as combien de réclamations, tu les suis comment? Par jour, par mois, par an? On peut donner un chiffre annuel, on peut donner un chiffre annuel. Alors c'est un peu variable, ça va dépendre, de l'actualité, ça va dépendre aussi, hein, de certains facteurs, crise économique, crise sanitaire, hein, ça influence, et Mmh. ça influe beaucoup, hein, finalement le moral des Français en général et peut-être aussi, peut-être que les problèmes économiques aussi, génèrent finalement, des motifs d'insatisfaction un peu plus souvent. Voilà, on est autour de, 14-15-16 000 réclamations annuelles. Quand je parle de réclamations, c'est vraiment ce qui se passe tout en haut du sommet de l'iceberg, hein. C'est-à-dire qu'on a aussi évidemment une gestion des insatisfactions au quotidien et là, ça se passe sur le terrain entre les gestionnaires, les conseillers, les conseillères et les sociétaires et la plupart du temps, d'ailleurs, les insatisfactions, sont traitées dans l'immédiateté et notre sociétaire repart rassuré, hein, par les explications fournies par les acteurs terrain. D'accord, donc la plupart du temps, ça reste sur le terrain, mais tu as une idée du coup des stats sur le terrain avant que ça monte, chez vous? C'est compliqué parce que c'est compliqué à évaluer parce qu'en fait, c'est vraiment, des sujets qui se gèrent, au quotidien. J'aurais du mal à l'estimer. On a quelques chiffres, mais je suis sûr qu'ils sont faux, alors ce serait dommage de les fournir. Je suis sûr qu'ils sont faux parce qu'en fait, on a des gestionnaires qui sont tellement impliqués dans la relation sociétaire que, détecter et traiter dans l'immédiateté de l'insatisfaction, pour eux, c'est vraiment leur quotidien et c'est vraiment, ce qu'ils ont envie de faire aussi, hein, pour le bien-être du sociétaire. Donc finalement, la comptabilisation ne se fait pas aussi naturellement. Autant le traitement, la réponse, l'immédiateté, tout ça se fait très facilement, autant, checker, comptabiliser, enregistrer, c'est peut-être un petit peu moins systématique. OK, parce que la définition qu'on pourrait donner à une réclamation dans votre écosystème est plus complexe. Oui, oui, alors peut-être je peux te la donner, hein, notre définition, hein. D'ailleurs, Oui. on est soumis à la recommandation de la CPR, donc la définition officielle, c'est La l'expression d'un mé recommandation de là, tu dis? ah pardon, de la CPR, c'est notre autorité de contrôle Ah, prudentiel et de régulation, les mutuelles et les assureurs, dépendent, enfin sont soumis en tout cas à une instance de tutelle de contrôle et donc c'est la CPR en ce qui nous concerne. OK. Donc il y a une recommandation, donc ça fait force de loi en fait, hein. C'est réglementaire et la définition, c'est l'expression d'un mécontentement. Ceci étant, c'est large et Oui, c'est donc clair. on a quand même une marge de manœuvre à travers ça et cette marge de manœuvre, elle s'inscrit sur, justement, lorsque je suis sur de l'insatisfaction et que le gestionnaire, le conseiller, la conseillère peut le traiter dans l'immédiateté, on est sur un dispositif léger, hein, Mmh. et lorsque, ce que nous on avait appelé un désaccord persistant, c'est-à-dire que malgré les explications du gestionnaire ou du conseiller ou de la conseillère, eh bien, le sociétaire n'arrive pas à retrouver une satisfaction. Là, effectivement, on va enregistrer une réclamation et faire entrer ce mécontentement dans un dispositif de traitement de la réclamation. OK, ça marche, et alors quelle est la définition que vous donnez à la relation, j'allais dire client, mais la relation sociétaire du coup finalement à la Maïf? Définition de la relation sociétaire à la Maïf, je ne sais pas si on a vraiment une définition. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, on a un modèle économique qui est vraiment orienté sur la relation sociétaire, hein. Notre modèle économique, c'est satisfaction, fidélisation, recommandation. Donc on voit bien qu'au travers de ça, hein, on cherche avec une relation sociétaire, au quotidien du quotidien à, apporter des solutions, des réponses aux questions, qu'elles soient techniques, mais qu'elles soient aussi, de l'ordre de l'émotion. J'entends par là que nos sociétaires, effectivement, ont des besoins. Ces besoins, doivent être normalement couverts par leur garantie, par leur assurance et cetera, leur contrat. Mais pour autant, ils ont aussi des attentes et ces attentes, c'est, qu'ils puissent nous joindre facilement, bien évidemment, qu'ils puissent réaliser peut-être pour certains d'entre eux, en self-care, des opérations simples, qu'ils puissent aussi, avoir le temps d'expliquer leur situation, avoir le temps d'exprimer peut-être leur peur, leur détresse à un certain moment lorsque je suis en déclaration de sinistre, hein, c'est très particulier, hein, bien évidemment. Et le temps d'être écouté, le temps d'être compris, vraiment donc voilà, ces attentes-là, doivent être couvertes et ça fait partie aussi de la relation sociétaire, hein, au quotidien de proposer justement, une écoute attentive, de l'empathie,
Et puis derrière, prendre effectivement avoir un rôle effectivement derrière sur, je comprends bien que vous êtes dans une situation difficile, je comprends bien que, vous avez peur, je comprends bien que vous êtes en colère, hein, de manière sincère bien évidemment. Essayons effectivement d'en discuter et de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et puis en parallèle, je vais vous expliquer, comment est-ce que la gestion de votre sinistre va se dérouler ensuite. Voilà, donc c'est important, hein, pour nos sociétaires, dans le cadre d'une relation entre eux et nous, Maïf, d'avoir cette oreille attentive, en fait, hein. OK, ça marche et alors justement, est-ce que tu peux me parler de ce que vous faites en termes de voix du sociétaire? Alors, la voix du sociétaire, c'est primordial. J'ai pas parlé du modèle de gouvernance, je n'ai pas parlé du modèle de gouvernance Maïf, on est une mutuelle, Ouais, tu peux. donc du coup, en tant que mutuelle, le sociétaire, il est forcément présent au sein des organes de gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que nos sociétaires sont invités régulièrement, tous les 3 ans, à élire des représentants, hein, qu'on appelle des militants, des mandataires du conseil d'administration. C'est eux qui ensuite se réunissent à leur tour en assemblée générale et qui vont élire, notre conseil d'administration. Donc notre conseil d'administration, finalement, est constitué en grande partie de sociétaires élus. Donc on voit bien que, les orientations stratégiques, la nomination de notre direction générale et cetera, vient de nos sociétaires. Donc cette notion de client centric, hein, qu'on peut entendre un petit peu partout, Mmh. effectivement est au cœur même de notre, système de gouvernance. Heu, Sachant aussi que derrière, on a des sociétaires, ces mêmes sociétaires élus, qu'on appelle aussi mandataires du conseil d'administration, œuvrent au quotidien, aux côtés des équipes techniques et aux côtés des autres sociétaires, pour amener aussi, soit de la facilitation dans la relation, peut-être dans le traitement des réclamations tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, soit, sur des actions de prévention locales, soit sur des actions de promotion de services non marchands et cetera. Donc on a vraiment des sociétaires qui sont au cœur de notre dispositif et de notre système de gouvernance. À côté de ça, bien évidemment, on fait participer nos sociétaires à l'élaboration de nos produits. On est très, très dans l'écoute de ce que nos Mmh. sociétaires ont besoin. On fait participer aussi nos sociétaires à l'amélioration de nos process, de nos parcours, bien évidemment, des expériences qu'ils vivent. Alors très classiquement, hein, comme tout le monde, on a de l'écoute, hein. On a de l'écoute, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on regarde évidemment ce qui se passe annuellement au travers de baromètres Mmh et mh. on suit au quotidien également avec des enquêtes à chaud. Ça, je pense qu'on n'est pas réellement différenciant par rapport au marché. Après, je pense que chaque entreprise, ce qu'elle a à cœur derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette écoute client, de cette écoute sociétaire, de toute cette matière qu'on récolte, hein. Et donc, c'est vrai que là, derrière, nous, on va avoir effectivement une forte proportion à aller analyser ces verbatims, ces témoignages, à les exploiter pour bien appréhender, bien comprendre les expériences vécues, conjuguées aux émotions. Et derrière, peut-être reconstituer les parcours de nos sociétaires, vision Mmh. sociétaire. Également, utiliser ces mêmes témoignages pour, faire de l'analyse sémantique, sur là aussi des expériences ou des parcours. Ça veut dire que et puis bien évidemment, détecter de l'insatisfaction naissante aussi, hein, et la traiter dans l'immédiateté. Communiquer, hein, on a une communauté, sur notre, réseau social interne, qui s'appelle la Voix du sociétaire, Ah OK. communauté à laquelle, tous les acteurs Maïf, peuvent se connecter. C'est, une communauté, hein, qui est régulièrement dans le top 3 des communautés les plus suivies. Donc, Mmh. c'est vraiment intéressant et l'idée derrière, c'était je peux être, par exemple, en conseil vente, et j'ai pas forcément de vision de ce qui va se passer en après-vente, c'est-à-dire en sinistre. Et bien, grâce à cette communauté, il y a des posts, hein, il y a des témoignages, on a une community manager qui travaille chez moi, qui régulièrement va publier des témoignages de sociétaires sur cette communauté. Il y a des réactions de la part des collaborateurs et donc je peux aller consulter, ce que disent les sociétaires, comment réagissent aussi les autres collègues. Je peux être comptable, je peux être chef de projet et j'ai accès aussi à ces éléments-là et c'est très important, hein, pour nous qu'à tout niveau dans l'entreprise, effectivement, il y ait cette sensibilité, cette sensibilisation autour de ce que les sociétaires vivent dans leur quotidien. OK. Tu sais que ça m'intéresserait d'avoir un screen de ce à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous avez le droit, mais je trouve que, tu vois, sur le podcast, on diffuse beaucoup de dire: «Bah, voilà, on a ça comme outil, on a ça», mais en fait, c'est concrètement à quoi ça ressemble, tu vois? Sans dévoiler des choses qui sont confidentielles, tu me diras. Oui, oui, je peux te faire ça, Oh, pas de tu trop problème. fort, merci. Mais d'ailleurs, je remonte un petit peu parce que du coup, en préparation de l'épisode, tu m'as dit, «On se fiche des KPIs» entre guillemets, mais et donc du coup, on favorise les verbatims et c'est ce que tu étais en train de du coup de commencer à verbaliser. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce que vous attachez autant d'importance
au verbatim plus que finalement aux statistiques? Alors bien évidemment, le terme «on s'en fiche», c'était pendant la préparation. C'était Hem, en off, désolée. non, mais toujours est-il qu'effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir un suivi du CSAT, un suivi du NPS, un suivi du CES et cetera. Bien évidemment que c'est toujours intéressant pour voir si ça varie, dans quelle proportion, avec quelle tendance haussière, baissière et cetera. Pour autant, sincèrement, hein, aujourd'hui, si on me dit que, on a un taux d'excellence à 95, 96, Mmh. 97, so what quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette matière-là? Et bien, ce que je peux en faire, c'est justement, aller chercher derrière ce que les sociétaires vivent, nous expliquent vivre, témoignent de leurs expériences et quoi de mieux que d'avoir, effectivement des sociétaires qui, s'expriment, assez facilement sur ces expériences-là. On a la chance, d'avoir des sociétaires qui effectivement vont nous expliquer en long, en large et en travers, peut-être en tout cas dans le détail, ce qu'ils ont vécu. Alors ça a beaucoup d'importance parce que c'est vraiment il n'y a pas de biais derrière. C'est-à-dire que comme on n'a pas une question fermée sur, la relation au téléphone, comme on n'a pas une question fermée sur l'amabilité du conseiller ou de la conseillère et cetera, eh bien déjà c'est un enseignement sur le fait que notre sociétaire va s'exprimer sur tel ou tel sujet. Donc ça veut dire que c'est tel ou tel sujet qui a retenu son attention, qui a retenu, véritablement, en tout cas qui a marqué son esprit. Donc déjà, c'est un enseignement. Puis derrière, il va nous expliquer ce qu'il a perçu, ce qu'il a vécu à ce moment-là. Il va nous dire peut-être qu'il a trouvé ce moment très agréable, le conseiller très à l'écoute ou parfois aussi, il peut nous dire que, il s'est senti mal à l'aise, qu'il s'est senti, peut-être en colère et cetera. Et donc, c'est vraiment ça qui va nous permettre de progresser, hein, derrière. C'est vrai qu'on est très attentifs, nous, grâce à ça, à détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Mmh. Les signaux faibles, c'est des sociétaires, parfois peu de sociétaires d'ailleurs, peu de sociétaires qui s'expriment sur un sujet sur lequel ils sont pas contents. Ils ont vécu une mauvaise expérience, ils nous le disent. Alors ils sont pas nombreux à nous le dire, mais il y a une telle intensité dans leurs propos qu'on ne peut pas laisser passer ça et qu'on est, forcément, très intéressé pour aller un petit peu plus explorer. Donc tu Donc favorises ouais. l'intensité plus que la quantité, en fait? Exactement. Alors la quantité a son importance, mais Mmh. l'intensité et le type d'émotion vécue, c'est véritablement, nos leviers d'action derrière. C'est vraiment, grâce à ça qu'on va prioriser derrière des actions d'amélioration, peut-être renforcer certaines, études, hein. Parfois on n'a pas tous les éléments, grâce aux enquêtes à chaud, mais malgré tout, voilà, on en détecte beaucoup. C'est exactement ça. OK, et alors du coup, aujourd'hui, vous récoltez, tu me disais, entre 60 et 80 cas de verbatim? 80 000, hein? Oui, 60-80 000 verbatim, c'était 2021. C'était pas forcément la meilleure année parce qu'il y a eu encore du confinement, il y a eu encore des entités de face à face qui ont été fermées et cetera. Mmh. 2020, c'était encore pire, on a eu encore plus de confinement donc forcément et puis en 2020, on a eu aussi, lors du premier confinement, on a complètement arrêté nos enquêtes à chaud parce qu'on a considéré, immédiatement que à ce moment-là, c'était pas le moment de poser les questions. On aurait tout le Ouais. temps de les poser ensuite, mais on n'allait pas, quelque part un petit peu, rajouter, un effort client à un moment où, tout devait être visité, au moment où tout le monde était un petit peu en détresse, donc c'était pas l'objet. Donc on en avait moins ces années-là. C'est vrai que là, on part plutôt en 2022 sur des bases de 150 000, peut-être même un peu plus. Non pas D'accord. qu'on augmente le volume de sociétaires interviewés, hein, mais on a complètement revisité notre questionnaire de satisfaction à chaud et grâce au fait qu'on l'ait revisité, effectivement, on obtient, bien plus de verbatim exploitables qu'avant. Et alors du coup, vous l'avez revisité. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips, je dirais, pour récolter plus de verbatim? Alors on a beaucoup travaillé sur le sujet, je peux pas, rapidement tout expliquer, mais on a beaucoup travaillé sur le sujet. On a fait de l'A/B testing, hein, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on Mmh. a testé plusieurs formats de questionnaires. Plusieurs façons de poser les questions. On a testé l'ordre des questions. Est-ce qu'on doit mettre le CSAT, donc le taux de satisfaction en intro ou à la fin? Enfin voilà, on a testé beaucoup de choses. Est-ce que l'échelle de valeur du pas du tout satisfait vers l'extrêmement satisfait doit être lue de gauche à droite ou de droite à gauche, hein? Voilà, on s'est interrogé à ces sujets-là, on s'est, intéressé à ces sujets-là. On a même, on n'a pas hésité même à faire appel à quelques spécialistes du sujet, je peux me permettre de citer, il le Bien sait, sûr, vas-y. Daniel Rey, hein, qui est Mmh. chercheur, à Grenoble, qui nous a un petit peu aidés sur le sujet, plus, voilà quelques experts, sur le marché. En conclusion, en fait, mais ça je vais rien vous apprendre en disant ça, hein, mais en conclusion, plus c'est simple,
plus on a des taux de retour et plus on a du témoignage. J'entends par là que sur un questionnaire à chaud, c'est très clair, on le savait déjà bien évidemment, mais il faut vraiment très peu de questions. 2 questions fermées, peut-être 3 grand maximum, mais pas plus. Ensuite, autre enseignement, c'est que, je parlais de l'échelle, hein, entre le pas du tout et extrêmement, ou alors est-ce que je pars de l'extrêmement vers le pas du tout satisfait? Mmh. Clairement, clairement, nous, on a fait le choix de partir du pas du tout à gauche vers le extrêmement à droite. Alors ça peut paraître du détail, sauf que, ça nous permet véritablement de mieux savoir où se situe de façon plus précise, la satisfaction du sociétaire Parce lorsqu'il que répond à l'une des l'effort questions. sera plus profond, comment dire? Enfin plus loin. Il y a un biais, si jamais tu es satisfait à la base, et que tu vois une coche extrêmement satisfait ou très satisfait, tu vas de toute façon cocher parce que voilà, c'est immédiatement tu as ce biais-là. Par contre, si on te propose effectivement de déplacer ton œil, Mmh. lors de la microseconde dans le cerveau, quelques neurones qui vont se reconnecter et cetera, ce qui fait que tu as un micro temps de réflexion, mais ça suffit finalement pour te positionner plus finement entre le extrêmement, le très et cetera. Tu vas aller vers les satisfaits, ça c'est évident, mais tu vas avoir ce temps de réflexion, micro temps de réflexion qui va te permettre d'affiner, ton niveau de satisfaction et pour nous, c'est très important de savoir où se situent et où se déplacent les grandes masses de satisfaction. Ensuite, eh bien, notre questionnaire effectivement, a comme tous les questionnaires de satisfaction, laisse la possibilité, aux sociétaires de s'exprimer, hein, à la fin du questionnaire et c'est vrai on a plutôt une approche où on invite le sociétaire à nous raconter son histoire. C'est pas vraiment, est-ce que vous avez des commentaires, ou est-ce que vous avez des axes ou des suggestions d'amélioration? On l'a pas libellé comme ça, on libelle autour de: «Racontez-nous votre histoire, racontez-nous ce qui s'est passé». Et rien que de faire ça, ça change tout en fait. Pour nous, ça a tout changé. D'accord, tes taux de réponse sont élevés? Les taux de réponse, non, ils sont pas très élevés, ils sont dans le marché. On est très content quand on est à 15, 17, 20 sur les enquêtes à chaud, je parle. Par contre, aujourd'hui, quand on envoie 1000 questionnaires, avant, ce nouveau questionnaire, on avait à peu près 28 questionnaires qui contenaient des verbatims exploitables. Aujourd'hui, quand on envoie 1000 questionnaires, on a 60 questionnaires qui contiennent des verbatims exploitables. OK. Donc ils sont plus exploitables parce que ta question par exemple, ta question finale a été plus ouverte? Oui, ça fait Ils ont partie du verbalisé plus de choses à partir du moment où tu leur as dit: exactement. «Parlez-moi de vous»? Oui, oui, pour te donner aussi un autre chiffre, hein, il y a pas de secret et puis chaque entreprise est différente par rapport Mmh. à ça. Pour te donner un autre chiffre, on avait avant, 17 de verbatim courts, c'est-à-dire moins de 4 mots, 3 mots, 2 mots, 1 mot, Ouais, RAS, tout va bien et ça cetera. c'est une vraie On est plaie quand ravis, même. on est ravis de que tout aille bien, mais c'est inexploitable pour nous, on ne sait Mmh. pas quoi en faire. On était à 17 hein, de questionnaires qui contenaient ce type de verbatim. Aujourd'hui, on n'en a plus que 6. Ah oui. Tu vois qu'on a effectivement, en invitant le sociétaire à s'exprimer, ça change tout. Alors il y a aussi tout le haut, du questionnaire qui fait, on explique aussi sur le mail d'envoi pourquoi on fait ce genre d'enquête, qu'est-ce que ça implique et cetera. Donc il y a tout un accompagnement derrière. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser à une discussion que j'avais, il y a pas longtemps avec une start-up qui s'appelle Echo et où en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer la voix dans la récolte, de verbatim. L'idée, c'est que du coup, tu puisses faire une note vocale de ton expérience et il est vrai que si tu demandes aujourd'hui à un client: «Voilà Marine, en 30 secondes, écris-moi avec ton clavier d'ordinateur quelle a été ton expérience avec, la Maïf», Mmh. versus si je te dis: «Bah, voilà Marine, maintenant tu as 30 secondes pour me faire une note vocale sur ton expérience avec la Maïf» et bien du coup, tu récolteras énormément, beaucoup, beaucoup plus d'informations avec ta note vocale. C'est peut-être un Ça truc sur lequel vous devriez vous pencher? on s'intéresse beaucoup à tous ces sujets. On Ah s'intéresse beaucoup à ça. ah! Je te ferai une petite mise en relation. Ça marche, ravi. OK, OK et alors du coup, ce qui m'amène à la question suivante, c'est comment est-ce qu'on détecte l'émotion? Dans Hem ces verbatims que tu vas récolter, comment tu fais pour détecter l'émotion? Alors, plusieurs façons de faire, hein. Alors, mais je pense qu'il faut repartir sur les fondamentaux par rapport à ça. C'est-à-dire avant de détecter l'émotion, il faut déjà comprendre ce qu'est l'émotion. Enfin, nous, ça a été en tout cas notre approche et notre exercice qu'on a mené chez nous en interne et donc on a eu à cœur de créer ce qu'on appelle un écosystème des émotions. Alors c'est un bien grand mot, mais c'est pour dire que ça contient finalement plusieurs axes. Dans cet écosystème des émotions, un point qui nous a semblé essentiel, c'est de construire notre propre référentiel des émotions.
c'est vrai quand tu regardes sur le marché, hein, ça existe déjà les référentiels. Tu Oui. as la roue des émotions, de Plutchik, tu as Paul Ekman, qui a également, un dictionnaire, des émotions et cetera, ou une liste des émotions. Voilà, donc ça existe déjà. Pour autant, ça ne correspondait pas complètement à ce que l'on pouvait détecter chez nos sociétaires. Donc, c'est Mmh. pour ça que, bien évidemment qu'on s'inspire de tout ça, mais on a recréé notre propre Donc c'est référentiel, ce hyper qui fait que important. on a retenu nous 7 émotions, hein, on n'est pas allé plus loin, les 4 émotions primaires forcément, mais derrière on en a rajouté quelques-unes et puis surtout des niveaux d'intensité, hein, tu le disais tout à l'heure Marine, hein, c'est on va vraiment chercher cette intensité du discours et ce niveau, d'intensité émotionnelle, hein, fort, moyen, faible et puis à la croisée des émotions et des intensités, on a un listing de mots et cetera, et tout simplement on est allé chercher leur définition dans le dictionnaire, hein, dans le petit Larousse ou dans le Robert, je ne sais plus, mais bref. Donc ça, c'est une composante de notre écosystème. On a également formé l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices en relation avec les acteurs, avec les sociétaires au quotidien sur l'émotion, un peu sur la base, enfin, en partie sur la base de ce référentiel, mais pas seulement, hein, et avec, des jeux de scène et cetera. D'accord. C'est beaucoup, hein, c'est une journée à chaque fois et on a à peu près 4 500 salariés qui ont été concernés par rapport à ça, hein. Et puis derrière, on a aussi des dispositifs qu'on appelle l'écoute émotion. Tu sais quand tu appelles, un service client, peu importe aujourd'hui, je pense que c'est le cas chez tout le monde, tu as un petit message qui te dit, «Cet appel est susceptible d'être enregistré à des fins Oui. d'amélioration continue» et cetera. Eh bien chez nous, on a ce même message, mais ça sert pas tout à fait à ça, en tout cas pas dans le je pense pas tout à fait de la même chose, que ce qui peut se passer par ailleurs, je crois en tout cas, d'autres doivent le faire, mais voilà. En particulier à la Maïf, on se sert de ça pour faire de l'écoute émotion. C'est-à-dire que, le collaborateur, la collaboratrice Maïf, gestionnaire par exemple, peut à tout moment, décider, de réécouter un échange, qu'il ou elle aura eu avec un sociétaire et grâce à la formation, grâce à un petit, cahier des émotions et cetera, et grâce à ce temps d'écoute, peut effectivement avoir cette vision de: «Est-ce que j'ai bien perçu?» A posteriori, je me rends compte si j'ai bien perçu toutes les émotions que m'a communiqué mon sociétaire. Est-ce que j'y ai bien répondu avec les bonnes techniques? Est-ce que derrière je suis passé à côté de quelque chose ou pas? Donc c'est quelque chose qu'il peut faire lui-même ou elle-même, mais c'est quelque chose qu'il peut faire aussi avec un pair, avec un autre gestionnaire ou avec son manager. C'est vraiment au choix et donc c'est en faisant ça aussi, hein, qu'on progresse sur la détection des émotions. Alors ça, c'est une détection, on va dire, humaine au quotidien, Mmh. et cetera. Et toujours grâce à ce référentiel, que j'évoquais tout à l'heure, on a également, eu le souci de paramétrer notre outil d'analyse sémantique, avec justement ce référentiel des émotions. Ça veut dire qu'on a un outil aujourd'hui, hein, qui, est en capacité, voilà, d'intégrer, les verbatims et de classer ces verbatims, dans ce même référentiel des émotions. Alors ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas une relecture humaine, hein, bien évidemment, mais ça nous fait Mmh. gagner énormément de temps par rapport à ça. Et c'est un outil que vous avez développé en interne? Non, non, c'est un outil du marché, voilà, on a choisi je pense un bon outil du marché, donc voilà, ça se D'accord, passe OK, plutôt bien. ça marche. Hem, Comment est-ce qu'on définit une empreinte expérientielle? Dis-moi, Nicolas. Ah, c'est vrai que c'est le terme qu'on utilise effectivement, Mmh. Maïf, tu es bien renseigné. L'empreinte expérientielle, c'est ce qui reste, c'est la trace, c'est le souvenir. Alors on veut que ça soit un souvenir, on veut pas que ça soit un ressentiment, hein. Je fais un petit peu le distinguo, alors les spécialistes de la sémantique me contrediront peut-être, mais en interne, Maïf, en tout cas, on fait un petit peu le distinguo entre le souvenir et le ressentiment. Nous, le souvenir, c'est plutôt positif dans notre Ouais, le esprit et le ressentiment, c'est ressentiment plus plutôt négatif. péjoratif. Mmh. Donc voilà et donc c'est cette empreinte-là, c'est-à-dire la conjugaison entre, une expérience que j'ai vécue ou des expériences que j'ai vécues avec les émotions, qui étaient présentes à ce moment-là, qui feront que derrière j'ai ce souvenir ou ce ressentiment, cette empreinte expérientielle. Et c'est vrai que, on peut se projeter, hein, tout à chacun, peut-être que, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, le 15 août dernier, il a fait beau, peut-être que nous étions en famille les uns les autres ou entre amis sur la plage, que sais-je. On a passé de bonnes expériences, on s'est bien amusé, on est allé au restaurant, en terrasse, que sais-je et puis avec des bonnes émotions, du plaisir, du partage et cetera. Donc on voit bien que c'est cette conjugaison entre émotion et expérience qui font que je me souviens de cette journée comme une journée mémorable et ça reste gravé dans mon esprit et quoi qu'on fasse,
on ne pourra pas changer mon souvenir. Il existe, il est présent, hein, on ne pourra pas le modifier. On pourra peut-être rajouter de nouveaux souvenirs, mais on ne pourra pas le changer. D'où l'importance de travailler sur cette conjugaison émotion et expérience en temps réel. Parce que effectivement, l'expérience sera ce qu'elle est, mais en tout cas, on pourra toujours, en temps réel et faire en sorte que les émotions négatives soient comprises, soient détectées, comprises et probablement, on l'espère en tout cas, transformées en émotions positives. Et ça, on peut le faire, en temps réel. Voilà et donc on peut finalement, hem, retravailler ce qui va servir de base à la création de cette empreinte expérientielle et ça en temps réel. OK. Donc alors attends, et est-ce que en amont, vous avez défini l'empreinte expérientielle que vous souhaiteriez laisser à vos sociétaires? Non, là j'ai Non? pas, non, non, il Donc faut que ce soit positif, c'est clair. faut qu'elle soit positive, faut qu'elle soit bonne, c'est tout. OK, peu Ouais, importe. ouais. Et est-ce que tu arrives à la mesurer? Oui, 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 alors, on arrive à la mesurer l'empreinte expérientielle, c'est plutôt d'ailleurs, au travers des baromètres de satisfaction qu'on D'accord. va la mesurer, hein, c'est-à-dire que là, on est plus, on a beaucoup parlé des enquêtes à chaud, hein, mais chez nous, le Mmh. marketing fait également des enquêtes de satisfaction dites à froid, hein, donc c'est des baromètres annuels de satisfaction et là, on est plus effectivement dans la trace, hein, dans ce qui est resté en termes de souvenirs, même si on revient sur les expériences bien évidemment, mais on a aussi pour vocation dans ces baromètres à aller chercher, ce qui reste comme souvenir et comme empreinte expérientielle, chez nos sociétaires. OK, et du coup, ces baromètres, vous les faites tous les ans? Oui, c'est tous les ans, hein, OK. les baromètres, c'est, suite aux moments clés en fait, hein, suite à vente, hein, conseil vente, que je sois déjà sociétaire et que je souscrive un nouveau contrat ou que je ne sois prospect et que je devienne sociétaire Maïf. Il y a aussi un moment clé suite à la déclaration de sinistre, en cours de gestion de sinistre et puis après, en fin de gestion de sinistre, post-indemnisation et avec plusieurs typologies de sinistres, hein, et donc des enquêtes, dédiées en fonction des typologies de sinistres derrière. OK, donc tu déclenches à M+12 post-événement, quoi? Ah, pas forcément M+12 postes, ça Ça va va dépendre des dépendre sinistres. Oui, oui, il y a beaucoup de critères. C'est un petit peu complexe là OK. pour mettre tous les critères, mais voilà, ça peut être 3 ou 4 mois, comme ça peut être effectivement un peu plus longtemps, tu vois, il y a des sinistres longs, mais on va pas au-delà de 3 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'on Mmh. a des sinistres qui durent très longtemps, hein. Quand je suis en corporel et cetera, ça peut durer très longtemps donc si on me parle de ce qui s'est passé au moment de la déclaration, ça peut remonter à 1 an, 2 ans, bon, ben, voilà. Qu'est-ce qui reste comme empreinte expérientielle de ce Mmh. moment-là, finalement? OK, OK. Comment est-ce que vous utilisez les outils d'alerting? Ah, ça, c'est quelque chose sur lequel, on travaille beaucoup. Mmh. Je parlais tout à l'heure des signaux faibles, notamment. Oui. C'est vrai qu'on a un dispositif qui nous permet, pas encore complètement en temps réel, hein, et ça c'est rigolo que tu parles de ça Oui. parce que j'en parlais à mon équipe ce matin encore en fait, hein, en reparlant des objectifs de l'année 2022 pour le service, hem et donc je voudrais vraiment qu'on arrive à automatiser tout ça. En tout cas, effectivement, ces signaux faibles, hein, c'est là où je rappelle où il y a pas forcément beaucoup de sociétaires qui s'expriment sur ce sujet, mais quand ils s'expriment sur ce sujet, ils sont vraiment mécontents et il y a une très, très forte intensité dans leurs discours et dans leurs émotions. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Bien évidemment, les variations aussi, hein, on regarde les variations, les tendances, hein, baissières, haussières, de certains indicateurs et c'est vrai que du coup, hein, les outils d'analyse sémantique, aujourd'hui, je crois, hein, sont alors ça nécessite beaucoup de travail, hein, de fiabilisation, hein, de travail sur les bibliothèques. Mais malgré tout, quand on fait cet effort-là, derrière, on arrive à avoir des outils d'analyse sémantique qui sont vraiment performants et qui nous permettent, de mettre en évidence, ces variations, même si c'est subtil, en fait, hein. D'accord, donc que je recontextualise, en fait, du coup, tu as ton outil d'analyse sémantique Ouais, qui, va, classer dans des grandes boîtes tous les verbatims clients, et en surcouche, tu as un paramétrage d'alerte, ouais, si tu as des tendances, à la hausse ou, à la baisse. En tout cas, si tu as des expressions qui sont, différentes de d'habitude et qui, du coup, vont enclencher des alertes auprès de ton équipe et là, auprès d'humains pour qu'ils aillent ouvrir la boîte et regarder ce qui se passe dedans.
Eh bah, tu tout dit, parfait. Oh bah, écoutez, voilà, je vais changer de métier, je ne sais pas. Exactement, c'est tout à Et fait donc ça. Mmh. et du coup, tu me dis il y a 5 à 10 qui sont trop flous. Ça revient aux 6 qui, sont des verbatim courts. C'est ce que vous appelez flou? Non, 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 en Ou fait, c'est ce différent? qui est flou, c'est puisqu'on utilise des outils d'analyse sémantique, ça reste des machines, hein, malgré tout, et donc bah, la fiabilité est pas à 100 au rendez-vous. Si je te dis ou si je te mets par écrit: «Il est au top votre service, client, point», ça peut être effectivement, je suis content, il est au top votre service client, comme je suis pas content et je suis un petit peu, comment dirais-je? Ironique. Ironique, voilà, Mmh tout à mh. fait. Donc ça peut être de l'ironie aussi et ça, une machine, hein, et d'ailleurs, même si c'est juste un écrit, à la lecture, je vais pas pouvoir le savoir également, hein, en tant qu'être humain. Bien sûr. Et puis après, il y a aussi des manières de libeller sur lesquelles les machines, elles sont pas tout à fait à l'aise, quand il y a de la double négation, quand il y a des adjectifs qui sont un peu, plus loin dans la phrase par rapport à ce qu'il veut qualifier et cetera. Enfin voilà, il y a quand même, des tournures de phrases, de grammaire qui font que derrière, l'outil peut mal interpréter ce que le sociétaire a voulu dire. Mais on arrive quand même à des taux de fiabilité qui sont très, très élevés, hein, 95-94 et cetera. On est quand même très content de ça. OK, top. Et du coup, dans quelle mesure est-ce que tu voudrais que ça impacte, ton intervalle de tolérance? Ah, les intervalles de tolérance, c'est un sujet, hein, effectivement. Heu, En fait, pour peut-être expliquer ce qu'est l'intervalle de tolérance Oui. et ce qu'on entend chez nous par intervalle de tolérance, je pense qu'on est comme tout le monde, hein, je vais prendre l'exemple, du taux de décroché téléphone. Voilà, on a un taux de décroché fixé, un objectif fixé et cetera, qui est voilà, qui est un chiffre, voilà, qu'on regarde chaque année. Pour autant, on arrive à croiser finalement, les niveaux de satisfaction de nos sociétaires au regard de ce taux de décroché. J'entends par là que on est capable de suivre au quart d'heure près, hein, finalement, de piloter au quart d'heure près les taux de décroché. Donc on est capable de savoir quelle a été la qualité délivrée pour notre sociétaire à ce moment-là, comme le temps d'attente, hein, d'ailleurs, par la même occasion. Et finalement, je vais dire n'importe quoi, mais si je fixe 80, est-ce que, si j'atteins 78, c'est quoi l'impact sur la satisfaction? Si je suis à 82, c'est quoi l'impact sur le niveau de satisfaction? Et est-ce que finalement entre 78 et 82, ça varie énormément? Mmh. Donc c'est ça l'intervalle de tolérance, c'est-à-dire que du coup, quand on se fixe non pas un seuil type 80, mais plutôt un intervalle entre 78 et 82, parce qu'on aura pu faire la démonstration qu'il y a peu ou très peu d'impact sur les niveaux de satisfaction et que on est sur de la surqualité si jamais on investit trop, eh bien ça nous permet derrière finalement d'aller, piloter d'autres flux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, bah, je vois que je suis dans mon intervalle, je suis assez à l'aise pour y rester, j'ai une petite marge de manœuvre. Peut-être que du coup, je vais pouvoir, aller prioriser des flux asynchrones, qui pourraient être, un petit peu en retard à ce moment-là. Donc voilà, donc on arrive à affiner comme ça et non plus à se cantonner à un seul, chiffre, 80 pour reprendre l'exemple, mais plutôt à un intervalle de tolérance. Mais parce qu'on fait la démonstration derrière que dans cet intervalle, il n'y a pas ou très peu de modification du niveau de satisfaction. OK, ça marche. Très clair. Et est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, d'un projet qui pour toi serait, un très grand succès au sein de la Maïf? Je me souviens plus ce qu'on avait dit Marine, tu te souviens? Non, tu me l'avais pas dit, donc du Je coup, l'avais je te pas pose dit. la question. Hem, OK, dans le domaine de la relation sociétaire. Oui, de Heu, Très grand succès, je ne sais pas, en tout cas, on a parlé de nos enquêtes à chaud, je vais peut-être prendre un autre exemple. Hem, J'avais à cœur, toute l'équipe d'ailleurs avait à cœur, de pouvoir, visualiser sur un support simple et accessible, à tous les niveaux de l'entreprise, que je sois décideur, que je sois manager d'une entité, que je sois gestionnaire et cetera,
Donc un espèce de tableau de bord qui reprend tous les KPIs de satisfaction et c'était pas simple. C'est vraiment compliqué, en fait. Ça a l'air simple quand je le dis, mais c'est Mmh. vraiment complexe à faire. C'est-à-dire que d'un côté, on a des baromètres, on voit bien que c'est annuel, on voit bien qu'on mesure effectivement la satisfaction, mais avec d'autres biais, l'image de marque, la tarification, les valeurs de l'entreprise. Tout à l'heure, on parlait d'entreprise à mission, et cetera. Donc tout ça me forge, hein, cette fameuse empreinte expérientielle et donc à froid, je vais avoir effectivement des éléments de réponse et des niveaux de satisfaction, qui ne seront pas les mêmes que lorsque je serai à chaud. Quand je serai à chaud, je vais effectivement répondre du tac au tac et c'est un petit peu comme, si je sortais du restaurant et que, mes amis demandent comment s'est passée mon expérience dans le restaurant. Donc je suis très à chaud et cetera et donc je vais pas parler de la même chose et je vais pas parler avec la même intensité, je vais pas parler, des mêmes niveaux de satisfaction et puis il y a les réclamations et puis il y a, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et cetera. Donc on voit bien qu'on a plein de choses, mais comment faire le lien entre toutes ces choses-là? C'est vraiment pas évident, pour nous, c'est vraiment pas évident pour les acteurs terrain, c'est pas évident pour nos décideurs, de faire ces liens-là et donc on a réussi, je crois aujourd'hui, à proposer un tableau de bord qui justement, grâce à certains enchaînements entre l'émotion, l'empreinte expérientielle, le ressentiment et cetera, permettent effectivement de relativiser, de mettre en relatif tout ça et d'avoir une vision, la plus synthétique, possible et la plus pédagogique possible. Donc voilà, il y a Ouais, c'est l'enquête à un chaud, mais récemment, il y a ça également qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que enfin, tu peux qualifier ça d'un grand succès. Vous êtes nombreux à verbaliser ce type, de pain point et donc du coup, si vous estimez aujourd'hui avoir trouvé une solution et avoir, trouvé un tableau de bord, qui soit, qui puisse être le plus performant pour, chacun d'entre vous, bah, c'est top. Mmh. Très bien, Oui, très oui, bien. on est ravis de pouvoir faire le lien, en fait, entre les différents, instruments de mesure, de satisfaction ou de relation client. C'était vraiment un vrai défi. Vous avez des visions par typologie d'interlocuteur? Entre le terrain, les membres du comité de direction, par exemple? Oui, on a un système un peu d'entonnoir, en fait, hein, Mmh. tout simplement, mais le fond de la forme reste le même, en fait. OK, ça marche et à l'inverse, est-ce que tu peux me parler d'un projet qui serait plutôt qualifié d'un échec ou, en cours de consolidation, amélioration, réflexion? Alors tout à l'heure, j'ai eu beau jeu de parler des intervalles de tolérance et Mmh. de notre capacité effectivement à mettre en relation les niveaux de satisfaction versus, la qualité délivrée en temps réel. Pour être très honnête, c'est quelque chose qu'on arrive à faire de manière, artisanale et on n'a pas passé le cap sur l'industrialisation. On n'a pas encore réussi à croiser toutes nos bases de données vraiment de façon très industrielle et encore moins à le transformer comme, étant un nouvel outil de pilotage par rapport à ça. Donc, on tâtonne sur ce Mmh. sujet, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Je suis confiant, on est encore en train là, en ce moment, aujourd'hui même, d'y travailler. J'espère qu'effectivement, toutes celles et ceux qui travaillent sur le sujet et notamment les gens de la data vont pouvoir effectivement derrière, nous proposer quelque chose qui sera, dans les années à venir, industrialisé et qui nous permettra aussi d'avoir un outil de pilotage autour de ça. Très bien et du coup, pour que les auditeurs et auditrices, comprennent quel pourrait être, l'impact et Nicolas, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais concrètement, c'est de pouvoir se dire: «Bon, bah, voilà, Marine Deck a répondu, à une enquête. Elle a dit, elle a verbalisé enfin des éléments extrêmement négatifs et avec une forte intensité. Du coup, par conséquence, la prochaine fois qu'elle appelle au service client, vous me la mettez en top, des décrochés. Il faut qu'on lui réponde très vite parce qu'elle est déjà très, très fâchée». C'est ça? Ça peut être ça, je peux pas te dire Si si tu as ça sera compris? ça demain, mais effectivement, ça c'est une faisabilité. Ça peut être aussi, cette même Marine Desk qui, à un moment donné, a essayé de nous envoyer un mail, qui s'est connectée sur son espace perso, qui enfin nous appelle, arrive à nous joindre, pas nous joindre. Voilà, ça peut être aussi son parcours, pour essayer d'obtenir une information. Ça peut être la raison pour laquelle, elle nous appelle et cetera. Enfin voilà, il y a plein de façons de voir la priorisation. Pour autant, pour l'instant, on n'en est pas encore là justement. Mmh. On envisage ces pistes-là, bien évidemment. Il faut mesurer le pour et le contre, hein, les impacts qu'il peut y avoir dans tous les domaines. Mais en tout cas, effectivement, on espère pouvoir, avoir ces possibilités-là. Je ne sais pas quels seront nos choix, mais on espère pouvoir avoir ces possibilités-là à l'avenir, oui. Très bien et est-ce que vous avez, des actions de, post-sinistre, où genre vous envoyez, des petits messages d'attention à vos sociétaires ou même, des petits colis à la maison?
Des colis, non, non, on n'envoie pas de colis. Alors, pas pour des mauvaises raisons. Objectivement, hein, on n'envoie pas de colis parce que on a aussi une approche, environnementale, hein, sur le sujet des goodies et cetera. Donc Mmh. on est revenu sur le sujet des goodies. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas effectivement, avoir une approche sur, par exemple des revues digitales ou ce genre de choses, mais il y a plus vraiment de goodies à la mairie, je crois qu'il y en a plus même, hein, d'ailleurs. Par contre, effectivement, on a nos militants qui, à un moment donné, peuvent être amenés, régulièrement d'ailleurs, hein, à regarder nos enquêtes de satisfaction à chaud et lorsqu'un sociétaire s'exprime très positivement, à lui envoyer une petite carte postale pour le remercier Mmh. de son expression. Ça, c'est plutôt très apprécié ou à l'appeler, hein, tout simplement. Et à contrario, je sais qu'on est écouté, mais c'est pas grave, heu je vais donner un petit secret, mais qui n'en est plus un finalement. On a des sociétaires qui, à contrario, eux, sont en capacité de féliciter leur interlocuteur au travers les enquêtes à chaud. C'est-à-dire que le questionnaire qu'on a un petit peu évoqué, beaucoup évoqué au cours de cet Mmh. entretien, eh bien, offre la possibilité aux sociétaires répondants, grâce à une action, il doit cliquer, hein, je crois, d'envoyer directement ses félicitations auprès de son interlocuteur. Et ça, c'est quelque chose qui, en symétrie, est extrêmement apprécié. C'est-à-dire que la gestionnaire reçoit dans sa boîte mail pro Mmh. les félicitations en direct du sociétaire et ça a bien, bien plus de valeur, n'en déplaise à mes homologues collègues managers, qu'un message en provenance des managers eux-mêmes. Oui, je comprends parfaitement. Du coup, ça me fait penser, bah, techniquement, tu réserves ton Uber, c'est la possibilité de lui mettre des étoiles à la fin de la course, quoi. C'est un peu l'idée, on fonctionne pas avec des étoiles, mais c'est un peu effectivement cette possibilité-là, oui. D'accord, OK, très bien. Eh bien, écoute, Nicolas, on va pouvoir, clôturer, cet épisode par, nos fameuses, 3 questions, de closing, si je puis dire. Quelle est ta meilleure expérience client, s'il te plaît? Je peux nommer une marque ou pas? C'est le jeu? Oui, bah, vas-y. Je vais nommer nos collègues nos collègues, je vais nommer l'entreprise Leroy Merlin. Mmh. Leroy Merlin, auprès de qui j'avais commandé un volet roulant électrique, je m'étais réservé un week-end pour le monter. Il a été livré, je m'étais réservé un week-end pour monter ce volet roulant électrique et en le déballant, j'avais des gens des amis qui étaient venus m'aider et le matin de bonne heure, le samedi, en le déballant, je constate que les lames étaient abîmées. Donc Pratique. forcément en colère sur le sujet, donc j'appelle, Leroy Merlin de La Rochelle, pour ne pas les nommer. Et bien, je suis tombé, sur quelqu'un, à qui j'ai expliqué la situation et avant même que j'exprime mon besoin et mon besoin pour moi, je l'avais même pas formulé dans ma tête, c'est que renvoyez-moi, sans que j'ai à vous renvoyer les lames abîmées, mais Mmh. renvoyez-moi le truc le plus rapidement possible et cetera. Enfin, je veux vraiment le produit et voilà et j'ai même pas eu à exprimer ça. C'est-à-dire qu'immédiatement, Leroy Merlin m'a dit: «Beh, je vais vous renvoyer en express, le colis, et cetera. Vous n'avez pas à me renvoyer ce qui est abîmé, vous occupez pas de ça». Enfin voilà. Donc pour moi, zéro effort. Évidemment, il a fallu que je reprogramme un week-end, mais bon, ça c'est compréhensible. Mais véritablement cette capacité que j'ai perçue à détecter le besoin que j'avais, l'attente que j'avais à ce moment-là, au travers peut-être l'intonation de ma voix ou les propos ou la sémantique que j'utilisais, mais je n'avais pas exprimé formellement ce besoin et j'ai trouvé ça formidable que mon interlocuteur puisse le détecter avant même que je l'exprime, en fait. OK, top, génial. Mais tu vois, ça m'amène à une question, c'est OK, tu as pas eu d'effort à fournir, mais dans quelle mesure, lorsque tu fais une réclamation, typiquement, moi, j'ai une copine, elle se fait livrer un canapé, le coffre de la Méridienne, bref, il est pété et on lui dit: «Bah, on va vous en renvoyer un». «Bah, ouais, mais OK les gars, mais je fais quoi de l'autre, de l'autre coffre?» Tu vois? Comment est-ce qu'on peut te laisser avec le produit défaillant en ta possession et du coup, ce serait quoi ta recommandation, à toi sur ce type de parcours? Mais alors là, clairement, je suis pas allé jusqu'au bout de l'histoire, hein. C'est que le transporteur, il est reparti Ouais, avec les éléments défaillants, hein, donc ouais, il a fait la livraison ouais, et collecte, ouais. de la des éléments Ah bah, défaillants. effectivement, ça fait partie du tout. J'aurais été déçu si j'avais eu effectivement à la déchetterie transporter, Mmh, c'est volumineux et cetera, donc non, non, il faut aller jusqu'au bout de la démarche dans ces cas-là, bien évidemment, oui. OK, ça marche et alors quelle est ta pire expérience client? Bon là, par respect, je vais pas nommer la marque, Ah! heu
Mais voilà, c'était il y a 3-4 ans pour Noël. Je réserve sur le site internet de la marque un téléphone portable pour mon fils et je vais en magasin tenter de le récupérer et il n'était pas là alors que j'avais reçu un mail ou un SMS m'indiquant qu'il était là. J'ai essayé ensuite de joindre le service client. Je suis tombé sur, sans mentir, une dizaine d'interlocuteurs. Et à chaque fois avec des engagements de rappel qui n'étaient pas tenus et au final, voilà, donc pas de téléphone portable pour le matin de Oh Noël en mince. question et surtout aucune réponse de la part de l'entreprise qui a pignon sur rue, hein, et qui est très connue en France. Mais voilà, là j'ai trouvé qu'à la fois, le fait que je réserve, ça s'est bien passé, qu'on me dise que le produit est arrivé, que je peux aller le chercher sur place. Donc moi j'habite à plusieurs kilomètres, il faut que je me déplace, arriver là-bas, pas le produit. Ensuite, incapable de me répondre, incapable de me donner un interlocuteur qui soit compétent pour m'apporter la réponse. Je passe une dizaine d'interlocuteurs différents et encore une fois, les engagements de rappel non respectés. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Donc voilà, donc ça, c'était une très très mauvaise expérience. Ok, très bien. Et pour finir, Nicolas, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast, s'il te plaît? Ah, c'est une très Fais-moi bonne ta question. wishlist. J'aimerais bien entendre Toyota. Ah oui? J'aimerais bien entendre Toyota. Toyota, on les voit souvent sur les podiums, etc., dans les classements. Je ne sais pas comment ils s'y prennent. Je suis assez curieux de ça. Donc, c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a un attachement à la marque. C'est l'automobile, c'est peut-être un peu particulier, mais je pense aussi qu'il y a une culture chez Toyota, hein. Peut-être, je me trompe, hein, et peut-être que chez Toyota, ils vont faire des bons si je dis ça, mais peut-être, une culture, dans la philosophie peut-être, japonaise, je ne sais pas, avec, ces approches, autour de la culture client. Je ne sais pas s'il y a une influence, peut-être pas du tout. Enfin voilà, donc Mmh. je suis assez curieux d'avoir, d'avoir un petit peu leurs ingrédients. OK, très bien, bah, je me le note. Mais tu vois, c'est vrai que l'automobile, c'est un secteur qu'on n'a pas encore adressé. Je crois que j'ai cherché. Donc si jamais dans, les auditeurs et les auditrices, vous avez des contacts dans, l'automobile, hors Mercedes parce que je ne les aime pas, du coup, je suis preneuse de vos recommandations. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nicolas pour ton temps et j'espère que tu as passé un bon moment quand même. J'ai passé un super moment, Marine. J'ai vraiment trouvé ça très agréable. J'espère que voilà que j'aurais pu peut-être te permettre et permettre aux auditeurs et aux auditrices de susciter un petit intérêt. J'espère. Voilà. Mais bien sûr, attends, en plus tu nous as donné plein de chiffres et tout. Franchement, c'est top. Merci pour ta transparence. Je t'en prie, Marine. À très bientôt. Allez, bye, à bientôt. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.